Chapitre 24, pendant lequel s'accomplit la traversée de l'océan Pacifique. Ce qui était arrivé en vue de Shanghai, on le comprend. Les signaux faits par la Tankadère avaient été aperçus du paquebot de Yokohama. Le capitaine, voyant un pavillon en berne, s'était dirigé vers la petite goélette. Quelques instants après, Phileas Fogg, soldant son passage au prix convenu, mettait dans la poche du patron John Bunsby 550 livres. Puis l'honorable gentleman, Miss Aouda et Fix étaient montés à bord du steamer, qui avait aussitôt fait route pour Nagasaki et Yokohama. Arrivé le matin même, 14 novembre, à l'heure réglementaire, Phileas Fogg, laissant Fix aller à ses affaires, s'était rendu à bord du Carnatic. Et là, il apprenait, à la grande joie de Miss Aouda, et peut-être à la sienne, mais du moins il n'en laissa rien paraître, que le Français Passepartout était effectivement arrivé la veille à Yokohama. Phileas Fogg, qui devait repartir le soir même pour San Francisco, se mit immédiatement à la recherche de son domestique. Il s'adressa, mais en vain, aux agents consulaires français et anglais, et après avoir inutilement parcouru les rues de Yokohama, il désespérait de retrouver Passepartout, quand le hasard, ou peut-être une sorte de pressentiment, le fit entrer dans la case de l'honorable Batulcar. Il n'eût certes point reconnu son serviteur sous cet excentrique accoutrement de héros, mais celui-ci, dans sa position renversée, aperçut son maître à la galerie. Il ne put retenir le mouvement de son nez, de la rupture de l'équilibre et ce qui s'ensuivit. Voilà ce que Passepartout apprit de la bouche même de Miss Aouda, qui lui raconta alors comment s'était faite cette traversée de Hong Kong à Yokohama en compagnie d'un sieur Fix sur la goélette la Tankadère. Au nom de Fix, Passepartout ne sourcilla pas. Il pensait que le moment n'était pas venu de dire à son maître ce qui s'était passé entre l'inspecteur de police et lui. Aussi, dans l'histoire que Passepartout fit de ses aventures, il s'accusa et s'excusa seulement d'avoir été surpris par l'ivresse de l'opium dans une tabagie de Yokohama. Mr. Fogg écouta froidement ce récit sans répondre, puis il ouvrit à son domestique un crédit suffisant pour que celui-ci pût se procurer à bord des habits plus convenables. Et en effet, 1 heure ne s'était pas écoulée que l'honnête garçon, ayant coupé son nez et rogné ses ailes, n'avait plus rien en lui qui rappelât le sectateur du dieu Tingu. Le paquebot faisant la traversée de Yokohama à San Francisco appartenait à la compagnie du Pacific Mail Steam et se nommait le General Grant. C'était un vaste steamer à roues jaugeant 2500 tonnes, bien aménagé et doué d'une grande vitesse. Un énorme balancier s'élevait et s'abaissait successivement au-dessus du pont. À l'une de ses extrémités s'articulait la tige d'un piston et à l'autre celle d'une bielle qui, transformant le mouvement rectiligne en mouvement circulaire, s'appliquait directement à l'arbre des roues. Le General Grant était gréé en 3 mâts goélettes et il possédait une grande surface de voilure qui aidait puissamment la vapeur. À filer ses 12 milles à l'heure, le paquebot ne devait pas employer plus de 21 jours pour traverser le Pacifique. Phileas Fogg était donc autorisé à croire que, rendu le 2 décembre à San Francisco, il serait le 11 à New York et le 20 à Londres, gagnant ainsi de quelques heures cette date fatale du 21 décembre. Les passagers étaient assez nombreux à bord du steamer. Des Anglais, beaucoup d'Américains, une véritable immigration de coulis pour l'Amérique et un certain nombre d'officiers de l'armée des Indes qui utilisaient leur congé en faisant le tour du monde. Pendant cette traversée, il ne se produisit aucun incident nautique. Le paquebot, soutenu de ses larges roues, appuyé par sa forte voilure, roulait peu. L'océan Pacifique justifiait assez son nom. Mr. Fogg était aussi calme, aussi peu communicatif que d'ordinaire. Sa jeune compagne se sentait de plus en plus attachée à cet homme par d'autres liens que ceux de la reconnaissance. Cette silencieuse nature, si généreuse en somme, l'impressionnait plus qu'elle ne le croyait. Et c'était presque à son insu qu'elle se laissait aller à des sentiments dont l'énigmatique Fogg ne semblait aucunement subir l'influence. En outre, Miss Aouda s'intéressait prodigieusement au projet du gentleman. Elle s'inquiétait des contrariétés qui pouvaient compromettre le succès du voyage. Souvent, elle causait avec Passepartout, qui n'était point sans lire entre les lignes dans le cœur de Miss Aouda. Ce brave garçon avait maintenant, à l'égard de son maître, la foi du charbonnier. Il ne tarissait pas en éloges sur l'honnêteté, la générosité, le dévouement de Phileas Fogg. Puis il rassurait Miss Aouda sur l'issue du voyage, répétant que le plus difficile était fait, que l'on était sorti de ces pays fantastiques de la Chine et du Japon, que l'on retournait aux contrées civilisées, et enfin qu'un train de San Francisco à New York et un transatlantique de New York à Londres suffiraient, sans doute, pour achever cet impossible tour du monde dans les délais convenus. 9 jours après avoir quitté Yokohama, Phileas Fogg avait parcouru exactement la moitié du globe terrestre. En effet, le General Grant, le 23 novembre, passait au 180e méridien,
celui sur lequel se trouvent dans l'hémisphère austral les antipodes de Londres. Sur 80 jours mis à sa disposition, Mr. Fogg, il est vrai, en avait employé 52, et il ne lui en restait plus que 28 à dépenser. Mais il faut remarquer que si le gentleman se trouvait à moitié route seulement par la différence des méridiens, il avait en réalité accompli plus des 2/3 du parcours total. Quel détour forcé en effet de Londres à Aden, d'Aden à Bombay, de Calcutta à Singapour, de Singapour à Yokohama. À suivre circulairement le 50e parallèle, qui est celui de Londres, la distance n'eût été que de 12 000 milles environ, tandis que Phileas Fogg était forcé, par les caprices des moyens de locomotion, d'en parcourir 26 000 dont il avait fait environ 17 500 à cette date du 23 novembre. Mais maintenant, la route était droite, et Fox n'était plus là pour y accumuler les obstacles. Il arriva aussi que ce 23 novembre, Passepartout éprouva une grande joie. On se rappelle que l'entêté s'était obstiné à garder l'heure de Londres à sa fameuse montre de famille, tenant pour fausse toutes les heures des pays qu'il traversait. Or ce jour-là, bien qu'il ne l'eût jamais ni avancé ni retardé, sa montre se trouva d'accord avec les chronomètres du bord. Si Passepartout triompha, cela se comprend de reste. Il aurait bien voulu savoir ce que Fix aurait pu dire, s'il eût été présent. Ce coquin qui me racontait un tas d'histoires sur les méridiens, sur le soleil, sur la lune, répétait Passepartout. Hein, ces gens-là, si on les écoutait, on ferait de la belle horlogerie. J'étais bien sûr qu'un jour ou l'autre, le soleil se déciderait à se régler sur ma montre. Passepartout ignorait ceci, c'est que si le cadran de sa montre eût été divisé en 24 heures, comme les horloges italiennes, il n'aurait eu aucun motif de triomphe, car les aiguilles de son instrument, quand il était 9 heures du matin à bord, auraient indiqué 9 heures du soir, c'est-à-dire la 21e heure depuis minuit, différence précisément égale à celle qui existe entre Londres et le 180e méridien. Mais si Fix avait été capable d'expliquer cet effet purement physique, Passepartout sans doute eût été incapable, sinon de le comprendre, du moins de l'admettre. Et en tout cas, si par impossible, l'inspecteur de police se fût inopinément montré à bord en ce moment, il est probable que Passepartout, à bon droit rancunier, eût traité avec lui un sujet tout différent et d'une toute autre manière. Or, où était Fix en ce moment ? Fix était, précisément, à bord du General Grant. En effet, en arrivant à Yokohama, l'agent, abandonnant Mr. Fogg qu'il comptait retrouver dans la journée, s'était immédiatement rendu chez le consul anglais. Là, il avait enfin trouvé le mandat qui, courant après lui depuis Bombay, avait déjà 40 jours de date. Mandat qui lui avait été expédié de Hong Kong par ce même Carnatic à bord duquel on le croyait. Qu'on juge du désappointement du détective. Le mandat devenait inutile. Le sieur Fogg avait quitté les possessions anglaises. Un acte d'extraction était maintenant nécessaire pour l'arrêter. Soit, se dit Fix après le premier moment de colère. Mon mandat n'est plus bon ici. Il le sera en Angleterre. Ce coquin a tout l'air de revenir dans sa patrie, croyant avoir dépisté la police. Bien, je le suivrai, plus que là. Quant à l'argent, Dieu veuille qu'il lui en reste. Mais en voyage, en prime, en procès, en amende, en éléphant, en frais de toutes sortes. Mon homme a déjà laissé plus de 5000 livres sur sa route. Après tout, la banque est riche. Son parti pris, il s'embarqua aussitôt sur le General Grant. Il était à bord quand Mr. Fogg et Miss Aouda y arrivèrent. À son extrême surprise, il reconnut Passepartout, sous son costume de héros. Il se cacha aussitôt dans sa cabine afin d'éviter une explication qui pouvait tout compromettre. Et grâce au nombre des passagers, il comptait bien n'être point aperçu de son ennemi, lorsque ce jour-là précisément, il se trouva face à face avec lui sur l'avant du navire. Passepartout sauta à la gorge de Fix, sans autre explication, et au grand plaisir de certains Américains qui parièrent immédiatement pour lui, il administra au malheureux inspecteur une volée superbe qui démontra la haute supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Quand Passepartout eut fini, il se trouva plus calme, et comme soulagé, Fix se releva, en assez mauvais état, et regardant son adversaire, il lui dit froidement « Est-ce fini ? » ?»« Ouais, pour l'instant. »« Alors venez me parler. »« Que je, dans l'intérêt de votre maître. » Passepartout, comme subjugué par ce sang-froid, suivit l'inspecteur de police, et tous deux s'assirent à l'avant du steamer. « Vous m'avez rossé, » dit Fix. « Bien. À présent, écoutez-moi. Jusqu'ici, j'ai été l'adversaire de Mr. Fogg. Mais maintenant, je suis dans son jeu. »« Enfin !» s'écria Passepartout. « Vous le croyez un honnête homme ?»« Non, » répondit froidement Fix. « Je le crois un coquin. »« Chut, ne bougez pas et laissez-moi dire. Tant que Mr. Fogg
a été sur les possessions anglaises, j'ai eu intérêt à le retenir, en attendant un mandat d'arrestation. J'ai tout fait pour cela. J'ai lancé contre lui les prêtres de Bombay. Je vous ai enivré à Hong Kong. Je vous ai séparé de votre maître. Je lui ai fait manquer le paquebot de Yokohama. Passepartout écoutait, les poings fermés. Maintenant, reprit Fix, Mr. Fogg semble retourner en Angleterre. Soit, je le suivrai. Mais désormais, je mettrai à écarter les obstacles de sa route autant de soin et de zèle que j'en ai mis jusqu'ici à les accumuler. Vous le voyez, mon jeu a changé. Et il est changé parce que mon intérêt le veut. J'ajoute que votre intérêt est pareil au mien, car c'est en Angleterre, seulement, que vous serez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Passepartout avait très attentivement écouté Fix. Et il fut convaincu que Fix parlait avec une entière bonne foi. « Sommes-nous amis » demanda Fix. « Amis, non, » répondit Passepartout. « Alliés, oui. Et sous bénéfice d'inventaire, car à la moindre apparence de trahison, je vous tords le cou. »« Convenu, » dit tranquillement l'inspecteur de police. 11 jours après, le 3 décembre, le général Grant entrait dans la baie de la Porte d'Or et arrivait à San Francisco. Mr. Fogg n'avait encore ni gagné ni perdu un seul jour.